Il existe un pays où le gaz de schiste est largement exploité, les États-Unis. Depuis 2005, plus de 500 000 puits ont été forés. On y parle de miracle économique. Le prix du gaz a été divisé par 4. Le pays serait devenu autosuffisant. Mais cette indépendance énergétique s'accompagne d'un désastre écologique et sanitaire. Ces éleveurs du nord du pays regrettent d'avoir loué quelques arpents de terre à une société gazière. Dans notre champ, on a trouvé 50 résidus chimiques différents. Du barium, du strontium, du manganèse. Tout ça vient d'une fuite dans le réservoir d'eau qui a contaminé les herbages. Nos vaches ont bu cette eau et ont mangé cette herbe. L'odeur des produits chimiques était tellement forte qu'on la sentait à des kilomètres. On a vu l'herbe jaunir à vue d'œil et toute la végétation est morte. Cette agricultrice a plus de 32 puits dans un rayon de 5 km autour de son ranch. Quelle que soit la nature de ces produits chimiques, ça fait tellement de dégâts sur la santé. Ça attaque la peau. Ma peau est couverte de plaques depuis des années. Ça ne part jamais. Il y a 2 ans, je suis tombée très gravement malade. On a trouvé de l'arsenic et d'autres substances à très forte dose dans mon sang et mes urines. Et chez mon mari aussi. Ici, dans l'air, les taux de benzène et de propane sont supérieurs à la moyenne. La cause serait la fracturation hydraulique, la technique utilisée pour extraire les gaz de schiste. Il faut des milliers de mètres cubes d'eau, des dizaines de tonnes de produits chimiques injectés à très haute pression pour exploser la roche-mère, à 2500 mètres de profondeur, avec des risques de pollution pour les nappes phréatiques et de possibles fuites de méthane décuplant l'effet de serre. Jacques Thibierrose est un des rares géologues français à avoir évalué les conséquences de l'exploitation des gaz de schiste. Ce qui remonte de la surface, c'est de la cochonnerie. C'est-à-dire que c'est des métaux lourds en solution, c'est des hydrocarbures, parmi lesquels des molécules qui sont cancérigènes, c'est de la radioactivité. Parmi ceux qui exploitent aux États-Unis, on trouve des Français, comme le pétrolier Total ou le fournisseur d'énergie GDF. Ils sont les principaux lobbyistes des gaz de schiste et entendent bien importer la fracturation hydraulique en France, car notre sous-sol regorgerait de cette nouvelle source d'énergie. Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, Alsace-Lorraine, Nord-Pas-de-Calais et surtout Île-de-France. La Seine-et-Marne serait le département le plus riche. Près de Jouarre, on exploite déjà du pétrole depuis les années 60. En 2009, les industriels ont commencé à extraire du gaz et des huiles de schiste. Christophe Charpentier est arboriculteur et maraîcher. Ses cultures se trouvent à quelques centaines de mètres d'un forage. Il est farouchement opposé à l'extraction des gaz de schiste. Dès lors que vous fracturez la roche géologique, vous vous retrouvez forcément avec des failles. Et par les failles peuvent remonter tous les produits chimiques qui mettent pour fracturer. Et ça peut se retrouver dans les nappes. Les nappes d'eau ici, elles sont pas si profondes que ça. Et on sait bien qu'il y aura beaucoup d'évaporation de produits toxiques. Et on sait que les produits toxiques, c'est pas très bon pour la santé, notamment tous les perturbateurs endocriniens. C'est vrai que nos enfants, ils grandissent ici et on n'a pas envie de ça. Si le gaz de schiste est exploité à grande échelle, le visage de la campagne en Île-de-France changera aussi radicalement. Imaginez un peu, ici, un puits tous les 3 km. On peut se retrouver avec 20-25 puits sur un rayon de 20 ou 30 km. Avril 2011. De grandes manifestations sont organisées contre la fracturation hydraulique. En Île-de-France, en Franche-Comté, en Aquitaine, en Rhône-Alpes. Les habitants se mobilisent pendant des mois pour que leur paysage ne soit pas défiguré, pour que leur nappe phréatique ne soit pas polluée. Face à cette mobilisation citoyenne, en juillet 2011, le gouvernement de Nicolas Sarkozy prend une décision radicale. Il interdit l'exploitation des gaz de schiste. Aujourd'hui, la fracturation hydraulique est interdite par la loi en France et en conséquence, nous abrogeons les permis qui prévoyaient d'y recourir. Un coup d'arrêt brutal aux ambitions des pétroliers. Mais pas question pour eux de renoncer. Une nouvelle bataille va bientôt s'engager. En juin 2012, François Hollande, le nouveau président de la République, nomme Delphine Batho au ministère de l'écologie. Elle est une opposante inflexible au gaz de schiste. Immédiatement, elle demande au chef de l'État de durcir encore la loi.
La première bataille que je mène en interne au gouvernement, c'est de convaincre le président de la République d'aller plus loin que ce qu'était sa position jusqu'ici, puisque jusqu'ici dans la campagne présidentielle, il avait dit non à l'exploitation, mais sur l'exploration et la recherche, il faut regarder, etc. Justement, à cette époque, les pétroliers lancent une nouvelle offensive. Ils demandent à l'État des autorisations de forage pour la recherche. C'est-à-dire, disent-ils, pour quantifier exactement les réserves de gaz. J'ai demandé à Delphine Batho, ministre de l'écologie, de prononcer sans attendre davantage le rejet des 7 demandes de permis déposées auprès de l'État. Premier à monter au créneau, Jean-Louis Chilansky, président de l'UFIP, le lobby des pétroliers. C'est franchement de l'obscurantisme. Il faut se donner les conditions d'une expérimentation qui conduiront ensuite à une évaluation. Dire non, on n'en veut pas, ça nous semble une erreur. Le fait de dire « je refuse d'expérimenter », comme je l'ai dit souvent, ça ressemble à l'attitude de l'Église catholique qui interdisait de penser à Galilée. Jusqu'à présent, on n'a pas fait les travaux d'exploration et d'évaluation nécessaires pour avoir une vraie idée sur le potentiel des gaz de schiste et le coût de revient en France. Donc tant qu'on ne fait pas un certain nombre d'expérimentations, on ne sait pas. Et donc on discute sur une absence complète de données objectives. On va voir une offensive reprendre, axée sur la question de la recherche, pour essayer de... Vous voyez, il y a une porte qui se ferme, on essaye de voir si on peut passer par la fenêtre. À partir de ce moment-là, le but des lobbyistes est de démontrer la nécessité de faire ces recherches. La partie s'annonce tendue. Alors pour ce premier round, ils sortent une première carte, l'emploi. En période de chômage de masse, ils avancent un argument imparable. Le gaz de schiste permettrait de créer 100 000 emplois. « 14 septembre 2012, c'est le jour choisi par les lobbyistes pour sortir ce chiffre. Le jour même de la conférence environnementale, au moment où François Hollande interdit les permis de recherche. Ce chiffre des 100 000 emplois provient d'une étude inédite réalisée par SIA Partners. Ce cabinet de conseil est le premier à évaluer l'impact des gaz de schiste sur l'économie française. Un cabinet de conseil apparemment banal, mais qui en réalité travaille avec GRT, une filiale de GDF Suez, dans un groupe de réflexion sur le gaz. À qui veut l'entendre, les lobbyistes dispensent la bonne nouvelle. Si on se projette dans plusieurs années et qu'effectivement il y a une ressource importante, on peut parler effectivement de 100 000 emplois créés par cette nouvelle industrie. Et vous pensez que ça peut créer des milliers d'emplois? Ah oui, totalement. Entre ça, évidemment avec toutes les personnes associées, hein, ceux qui feront les travaux d'aplanissement des sols pour mettre en place les forages, ceux qui feront les forages, ceux qui travailleront au recyclage de l'eau, etc., etc. Il y a plein de travaux. Pour Thomas Porcher, économiste de l'énergie, ce chiffre de 100 000 emplois ne repose absolument sur rien. L'exploitation des gaz de schiste ne pourrait pas créer 100 000 emplois, sauf si on fore autant de puits que l'on crée d'emplois. Aux États-Unis, vous avez eu 600 000 emplois directs et indirects qui ont été créés pour 500 000 puits de gaz en activité. Ça veut dire qu'en France, si on voudrait créer 100 000 emplois, il faudrait forer 90 000 puits. Ça veut dire une trentaine de puits par jour d'aujourd'hui à 2020. Donc ce serait un forage intensif énorme. Parmi les résultats mirifiques de l'étude SIA, un autre argument est retenu par les lobbyistes. Exploiter le gaz de schiste aurait un impact très fort sur l'indépendance gazière en France. Selon eux, cela permettrait de réduire nos importations à hauteur de 7 milliards d'euros. Une fois encore, pour les anti-gaz de schiste, c'est du vent. Il y a cette idée qu'il y aura une sorte de baguette magique. C'est-à-dire qu'il y aura un truc là, dont il suffirait de décider de l'exploiter pour régler d'un coup tous les problèmes de l'industrie française et tous les problèmes de l'économie française. Pourtant, après la sortie de l'étude de SIA, une partie de la presse reprend ces informations sans écouter les arguments des opposants. Pour les lobbyistes, c'est une petite victoire. Maintenant, il leur reste à amorcer la deuxième phase de leur jeu. Pour diffuser leurs idées, ils ont besoin de s'appuyer sur des hommes et des femmes qui font autorité. Ils jouent la carte des personnalités. Le 1er novembre 2012, par exemple,
Dans le JDD fleuron du groupe Lagardère, 98 PDG proposent au gouvernement un pacte pour relancer la croissance et l'emploi. Parmi ces personnalités, Gérard Mestrallet, PDG de GDF, Christophe de Margerie, PDG de Total, ou encore Philippe Crouzet, patron de Vallourec, le numéro 1 mondial des tubages en acier, utilisé entre autres dans la fracturation hydraulique. Dans leurs recommandations, on trouve notamment celle-ci. Il faut se donner les moyens d'explorer et d'exploiter nos ressources nationales comme les gaz de schiste. Mais s'appuyer sur les grands patrons n'est pas suffisant. Ce que les lobbyistes cherchent absolument, c'est le soutien des hommes politiques. Ils veulent en faire des alliés qui ensuite pourront légiférer et défendre leurs projets, et peu importe leur couleur politique. Mireille Schurch est sénatrice, membre de la commission économique. Elle s'intéresse particulièrement aux questions énergétiques. Elle a subi à plusieurs reprises les assauts des lobbyistes. En juillet 2012, par exemple, elle est invitée avec une dizaine d'autres sénateurs à un dîner organisé par Esso. Pour les convaincre de la nécessité d'explorer, le pétrolier leur tient un discours rassurant. Cette exploration est sans danger, elle est propre, elle est transparente parce que on discute avec les élus locaux, bien évidemment. Si on fait un puits et que l'exploration n'aboutit pas, il n'y aura pas d'exploitation, on remettra en l'état les terres, il n'y a pas de problème avec l'environnement. Évidemment, on ne parle pas de fracturation hydraulique, qui est un mot très heurtant, ni qu'il faut aller chercher le gaz, effectivement, dans les interstices de la roche. Oui, il y aura des besoins en eau, ça on ne le minore pas parce que c'est la réalité, mais on n'explique pas qu'il faudra mettre des produits chimiques dans cette eau, ça sera de l'eau. Après, je pense qu'Esso regarde aussi quels sont les sénateurs qui sont les plus perméables. C'est peut-être aussi un des objectifs de ce repas qui est très ouvert, très agréable. Peut-être qu'ensuite, ça leur permet de repérer vers quel genre de sénateurs ils peuvent s'orienter pour avancer. Les lobbyistes savent que le mot fracturation hydraulique ne passe pas auprès de l'opinion publique. Alors, ils jouent à fond une carte maîtresse, celle de la fracturation écologique. C'est la troisième phase de leur plan, le greenwashing. Il y a eu toute une campagne sur cette idée qu'il y aurait une exploitation propre des gaz de schiste. C'est cette idée du gaz de schiste light. C'est un pipeau total en réalité, mais ça a été travaillé avec des techniques de communication pour voir comment on pouvait essayer de convaincre l'opinion publique qu'il fallait exploiter les gaz de schiste. L'apôtre de cette fracturation écologique, c'est EcorpSteam, une société américaine. Elle propose un nouveau procédé, soi-disant propre, sans eau ni produits chimiques. Une fracturation au propane non inflammable. À la place de l'eau, c'est une sorte de propane liquéfié, l'heptafluoropropane, qui est injecté dans le sol à haute pression pour fracturer la roche-mère. Florence Mézel est directrice du cabinet de conseil qui représente EcorpSteam en France. Florence Mézel nous explique comment elle a réussi à faire passer en France cette idée de fracturation écologique. Pour elle, tout commence en juin 2012. Elle contacte Bercy et insiste pour rencontrer Arnaud Montebourg, le tout nouveau ministre du redressement productif. En contact avec son entourage et on présente notre proposition, y compris au ministre d'ailleurs, qui je crois manifeste de l'intérêt. Est-ce qu'il y a des évolutions technologiques possibles? La réponse est oui. Donc il faut mettre l'ensemble de ces questions sur la table et en débattre tranquillement. Florence Mézel poursuit ensuite son lobbying à l'Assemblée nationale, au sein de l'OPE-CST, l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques. Cette commission rassemble une quarantaine de députés et de sénateurs. À partir de novembre 2012, pendant un an, ces parlementaires planchent sur des alternatives à la fracturation hydraulique. À leur tête, Jean-Claude Lenoir, sénateur UMP, et Christian Bataille, député socialiste, deux partisans avoués des gaz de schiste. Ils sont censés organiser en toute impartialité des auditions de pétroliers, d'universitaires, de scientifiques, donner autant la parole aux pros qu'aux anti-gaz de schiste. Mais la réalité semble avoir été un peu différente.
Marie Zarditi, écologiste, a été auditionnée le 7 mars 2013. Si vous voulez, à un moment donné, vous sentez qu'eux, ils sont acquis à la cause des gaz de schiste. Complètement, totalement. J'en ai fait beaucoup des auditions, donc on voit bien la différence entre les gens intéressés par ce que vous dites, qui relancent, qui posent d'autres questions, parfois qui sont pas d'accord, donc qui vous challenge, mais ils écoutent. Là, comment dire, j'avais un poste de là-dedans qui attendait que ça se termine. 80% des auditions réalisées donnent la parole aux pro-gaz de schiste. Une aubaine pour Florence Mézel pour faire entendre la petite musique des Corpsteam. Bien entendu qu'à partir du moment où on a su que cette mission allait être lancée, on a immédiatement pris attache avec les rapporteurs, bien sûr, qui nous ont d'ailleurs immédiatement reçus et qui étaient d'ailleurs très intéressés et un peu excités d'ailleurs à l'idée que, enfin, on propose une alternative. John Strache, qui est président-directeur général d'Corpstream. Mr. Chairman, members of Parliament, merci beaucoup. C'est ainsi que John Trash, le PDG des Corpsteam, est auditionné par les parlementaires le 18 avril 2013. Il tient un discours extrêmement rassurant sur les nouvelles techniques de forage. Donc, pas de possibilité de fuite qui, si elle n'est pas détectée, pourrait aboutir à un incendie ou à une explosion. Immédiatement après l'audition du PDG des Corpsteam, Florence Mézel recontacte le ministère d'Arnaud Montebourg. Donc on a informé le cabinet Montebourg du fait qu'on avait été auditionné, simplement pour leur faire comprendre qu'on crédibilisait nous-mêmes notre propre offre, ce qui pouvait, dans l'avenir, permettre au ministre de parler d'une solution qui n'était pas inconnue au bataillon, en quelque sorte. Les arguments des Corpsteam semblent convaincre le ministre. Arnaud Montebourg, qui affirmait avant d'entrer au gouvernement être opposé au gaz de schiste, devient un ardent défenseur d'une technique de fracturation propre. Pour moi, je ne suis pas favorable à l'exploitation des gaz de schiste de façon polluante. Mais si on élimine le problème de la pollution en sous-sol et en surface, et pourquoi s'en priver? Finalement, s'il y a une stratégie technologique, une nouvelle technique qui préserve l'environnement, il faut qu'on en discute, parce que là, ça vaut la peine. Sauf que le fluoropropane, qui c'est qui a essayé aujourd'hui en France et ailleurs dans le monde? Personne. Autrement dit, il a réussi, pour le coup, bravo, là il y a une entreprise qui a réussi un lobbying, chapeau, a réussi à convaincre Montebourg qu'elle pouvait expérimenter sa méthode, qu'elle avait expérimenté, que nulle part ailleurs on avait voulu, en France. Selon les scientifiques, cette technique à l'heptafluoropropane est un leurre. Ça me paraît être une espèce de jouet idéologique qui a été lancé sur le marché. C'est une molécule qui a un impact en équivalent CO2 sur l'effet de serre de 3000 fois. C'est une molécule qui coûte très cher et c'est une molécule qui n'a pour l'instant jamais été utilisée. En dehors de la fracturation écologique, l'Office parlementaire a surtout été une tribune unique pour les pétroliers pour y vanter les mérites de la fracturation classique. L'industrie pétrolière aujourd'hui maîtrise les risques liés au développement des hydrocarbures non conventionnels. L'acceptabilité sociale sera clé et ces ressources ne seront développées que si l'industrie, les pouvoirs publics et la société civile sont tous convaincus de l'intérêt de le faire. Novembre 2013, le rapport de l'OPE-CST est rendu public. La conclusion finale tient en une phrase: il ne faut pas obérer l'avenir en entravant la recherche. Pourtant, selon les opposants au gaz de schiste, ce rapport aligne des contre-vérités. Il prétend par exemple que les fuites de méthane ne touchent que 0,42% des forages. Je pense que ces chiffres sont partiels, c'est pas possible autrement. Il y a eu des études qui ont été faites qui ont montré que les fuites de méthane sur des gisements de gaz de schiste allaient de 3 à 9% du méthane produit. Les membres de l'OPE-CST mentionnent aussi que les produits indispensables au procédé de fracturation sont tous non toxiques. Une aberration pour Alain Ducroux, médecin, qui recense les effets dus au gaz de schiste. Ce sont, par exemple, des asthénies, des saignements de nez, des goûts métalliques dans la bouche, des impuissances sexuelles, des dégoûts de la vie, des problèmes cardiaques, des augmentations d'asthme. Le nombre est considérable.
Pour arriver à son rapport final, l'Office parlementaire s'est pourtant appuyé sur un comité scientifique. Mais beaucoup de ces experts, économistes, géologues, sont en conflit d'intérêts. L'un de ses membres, l'économiste Jacques Percebois, le revendique d'ailleurs haut et fort. Je crois, si vous voulez, que le rapport a auditionné un certain nombre de personnes, que le rapport met bien en évidence les avantages et inconvénients. C'est un rapport que je trouve extrêmement balancé. Parce que moi, j'étais un peu surpris, j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de gens qui avaient par ailleurs, en dehors de leur activité, avaient des rapports avec l'industrie du pétrole. Vous, par exemple, vous êtes membre du conseil d'administration de GRT Gaz, par exemple. Donc ça a un rapport avec GDF Suez. Oui, mais c'est le transporteur de gaz. Hein. C'est pas directement les exploitants de gaz. Hein. Bon. Mais non, mais si vous voulez, parce que je trouve l'argumentation qui consiste à dire que les experts, si vous voulez des experts qui sont compétents, il faut qu'ils aient des liens avec l'industrie. Ce qui est le cas d'une majorité de membres de cet office parlementaire. Comme Bernard Tardieu, économiste, que l'on voit ici dans un film réalisé par un lobby pétrolier. Ou encore Sébastien Candel, physicien. Caroline Pinet, anti-gaz de schiste, éclaire le curriculum vitae de ce scientifique. Sébastien Candel, pourquoi on le met pas, on le dit pas, qu'il est aussi président du conseil scientifique d'un autre organisme qui s'appelle le Cerfax, dont Total est l'un des actionnaires principaux, et où d'autres actionnaires sont liés à l'industrie pétrolière. Au sein du Parlement, la voix des pro-gaz de schiste résonne plus que jamais. Et l'opinion aussi semble basculer. Février 2014, un sondage sort dans les médias. Faut-il, selon vous, mener des recherches pour trouver un mode d'exploitation compatible avec la protection de l'environnement? Eh bien, c'est plutôt une surprise. 69% des Français y sont favorables. Ce sondage a été réalisé par Tilder, une agence de communication. Beaucoup de ses clients sont impliqués dans les gaz de schiste, comme GDF Suez ou Solvay, un géant de l'industrie chimique. Les lobbyistes récoltent les fruits de leurs actions. Au même moment, des personnalités se rallient à la cause des pétroliers, comme Maude Fontenoy, à la tête d'une fondation environnementale, et surtout le ministre Laurent Fabius. Moi, je suis là juste pour vous dire que je trouve du bon sens de rouvrir le débat et surtout de se poser la question de quelles sont les technologies. Qu'on fasse des recherches pour savoir s'il y a une autre possibilité d'exploiter le gaz de schiste, ça me paraît normal. Quant à ceux qui s'opposent aux pétroliers, ils ont de plus en plus de mal à faire entendre leurs arguments. L'épisode du renvoi de Delphine Batho 1 an plus tôt donne une idée des pressions exercées au sommet de l'État. « 2 juillet 2013, la ministre de l'écologie, qui avait fait du combat contre les gaz de schiste une priorité, est renvoyée du gouvernement. La raison officielle de son limogeage est une interview qu'elle a donnée le matin même à une radio nationale. Elle dénonçait les coupes budgétaires dont son ministère a été victime. Mais pour elle, la raison est à chercher ailleurs. Dès le lendemain, en conférence de presse, elle donne sa version des motifs de son renvoi. Est-il normal que le patron de l'entreprise Vallourec, directement intéressé par l'exploitation des gaz de schiste, ait pu annoncer ma marginalisation des semaines à l'avance devant des responsables de son entreprise aux États-Unis? Pour elle, ce sont les lobbyistes qui ont eu sa peau. Notamment Philippe Crouzet, le PDG de Vallourec, numéro 1 mondial des tubages en acier. Philippe Crouzet est aussi le mari de Sylvie Hubac, la directrice de cabinet de François Hollande. Aujourd'hui encore, Delphine Batho n'en revient pas que le PDG de Vallourec ait pu prédire son éviction du gouvernement. Sur le coup, il n'a pas démenti ses propos, ça a été publié dans la presse et plusieurs témoins de cette rencontre de presse ont par la suite, après que j'ai été limogée, confirmé qu'il avait parlé sur le ton de celui qui sait, vous savez, qui se fait valoir en disant « moi j'ai certaines informations, je peux vous dire que ». Je trouve ça sidérant qu'une entreprise qui est directement intéressée par l'exploitation des gaz de schiste puisse pas simplement se dire j'aime pas la ministre de l'énergie en France, faire plein de commentaires désagréables si ça lui fait plaisir, mais dire j'ai des informations, elle va être mise à l'écart. Ça c'est préoccupant. Qu'il y ait un poids des lobbies, c'est une chose. Qu'on leur fasse la part trop belle
et qu'on recule face à un certain nombre de leurs exigences, c'en est une autre. Dans la partie engagée, les lobbyistes peuvent compter sur des jokers, des hauts fonctionnaires acquis à leur cause. Ils sont nommés à des postes clés dans les ministères jusqu'au plus haut niveau de l'État. Le 2 juillet 2013, Delphine Batho quitte le ministère de l'écologie. Philippe Martin la remplace et hérite du dossier. Devant la situation judiciaire, il demande conseil aux hauts fonctionnaires de la direction de l'énergie. Charles Lamiraud est l'un d'eux. Il est en poste depuis 24 ans. Et il explique au nouveau ministre qu'il faut octroyer les permis à S-Oil. Nous, on nous a demandé ce qu'on en pensait. Nous, on applique les règles, purement. Comme un arbitre sur un terrain de football, je le dis toujours, nous, on a un code, on applique. Il y a 2 critères, capacité technique et financière. Point barre. Financière, S l'avait. S, c'est un des plus gros opérateurs internationaux. Et puis technique, technique, ils avaient quand même fait déjà des forages. S a fait des milliers de forages à travers le monde. Donc les mutations de S, il n'y avait aucune raison qu'on les refuse, parce que c'était leur droit. Philippe Martin suit ce conseil. Le 8 novembre 2013, lors d'une réunion avec des collectifs anti-gaz de schiste de Seine-et-Marne, le ministre leur annonce qu'il octroie à S-Oil les permis de mutation. Et le 8 novembre, on entend quoi? Philippe Martin nous dire « Vous savez qui je suis un militant, j'ai lutté contre les gaz de schiste quand j'étais dans le Gers, je m'y suis opposé, je suis tout à fait contre, mais j'ai été condamné par la justice à signer les mutations. Je suis vraiment navré, je ne peux pas faire autrement, je suis condamné par la justice. » Sauf que ça, c'est une histoire, et qu'il y en avait une autre. Le juge, en réalité, a demandé à l'État de produire une réponse écrite à S-Oil. Mais vous pouvez dire oui, ou vous pouvez dire non. Vous n'êtes pas dans l'obligation de dire oui à S-Oil. Vous êtes dans l'obligation de répondre à S-Oil à la question qui est posée. Et la question qui est posée, c'est est-ce que oui ou non, vous acceptez que ces permis, maintenant, soient dans le patrimoine de S-Oil. Les anti-gaz de schiste tombent des nues. Pour eux, le ministre a été induit en erreur. Ils reprochent surtout la mauvaise foi des fonctionnaires qui se trouvent à ses côtés. Le directeur juridique du cabinet nous a expliqué que il s'était pas défendu parce qu'il y avait tellement de procès contre l'État que s'il devait aller partout, il outrepasserait son budget et qu'il n'avait pas le budget pour se défendre. Donc c'est sûr qu'aller jusqu'à Cergy-Pontoise, quand le ministère est boulevard Saint-Germain, ça fait un ticket de RER, donc c'est long. À qui profite le silence de l'État devant les tribunaux administratifs dans cette affaire de permis? C'est clair que ça profite aux opérateurs industriels qui souhaitent effectivement se lancer dans l'exploration des gaz et des huiles de schiste. Oui, ça c'est certain. Alerté par les anti-gaz de schiste, le ministre refuse finalement à S-Oil les permis de mutation, contre l'avis des hauts fonctionnaires qui l'entourent. En France, ces hauts fonctionnaires en charge de l'énergie ont une particularité. Ils sont pour la plupart ce que l'on appelle des X-mines, la crème des ingénieurs. C'est l'esprit du corps des mines. Mon chef était corps des mines, il rencontrait le corps des mines de chez Total, il se tutoie, d'entrée de jeu. Voilà. C'est une famille, entre guillemets, le corps des mines, c'est une famille. Voilà. Ces corpsards, comme on les surnomme, ont toujours été des spécialistes de l'énergie. Les ingénieurs de l'école des mines, créés sous Napoléon, s'occupaient à l'origine du charbon. Dans les années 60, les corpsards sont devenus spécialistes du nucléaire. Aujourd'hui, ils sont pro-pétrole, pro-gaz de schiste. Ils se retrouvent toujours à des postes clés, que ce soit à la tête de grandes entreprises comme Areva ou Alstom, ou dans l'appareil d'État. Ils sont par exemple à l'Élysée, au cabinet du président de la République, ou officier un ancien de Saint-Gobain. Au cabinet d'Arnaud Montebourg, au ministère de l'écologie où il truste les postes, au CGE-IET, une annexe du ministère de l'économie, enfin à l'Institut français du pétrole, l'IFPEN, une véritable toile d'araignée. Le corps des mines, il travaille un peu dans l'ombre des hommes politiques. De par tradition, c'est toujours les X-mines ont toujours leur opinion a toujours été prise en compte. D'ailleurs, que ça soit pour des ministres de gauche comme de droite. Ils sont aussi les visiteurs du soir qui se glissent dans les interstices du pouvoir à Bercy comme à l'Élysée.
Et là, c'est un autre personnage du corps des mines qui rentre en scène, c'est, je dirais, le chef de file du corps des mines, et c'est Jean-Louis Beffin, qui lui était le PDG de Saint-Gobain. Et Jean-Louis Beffin, c'est un visiteur du soir de François Hollande, mais aussi d'Arnaud Montebourg. Et Arnaud Montebourg a dit d'ailleurs que vous étiez la première personne qu'il a reçue quand il a été nommé ministre. C'est vrai, il m'a reçu une demi-heure après la passation des pouvoirs. Pourquoi? Parce que sans doute il avait confiance dans ce que je pouvais lui dire. En France, la pression s'accentue au cœur du pouvoir, mais la partie n'est pas encore gagnée. En Europe, par contre, les lobbyistes ont réussi à remporter la mise. Ils ont empêché l'adoption d'une loi communautaire interdisant les gaz de schiste. La bataille débute en 2012 au Parlement européen. Les pétroliers se sentent alors menacés, car un groupe de députés écologistes veut réglementer la fracturation hydraulique. Ils commandent plusieurs études. Toutes soulignent une fois encore les dangers du gaz de schiste. C'est-à-dire les conséquences sur l'eau, les conséquences sur la santé, les produits chimiques, la dévalorisation des terrains, la dévalorisation des propriétés, enfin tout ce que tout le monde sait, plus les questions de mini-séismes, voire de séismes plus importants, qui sont provoqués pas seulement par la fracturation, mais surtout par les masses d'eau qui sont réinjectées dans le sol. Michel Rivasi, député Europe Écologie Les Verts, se souvient de ce qu'il leur a promis. Le commissaire de l'environnement, qui est M. Potočnik, nous fait la déclaration suivante. Il faut renforcer les directives qui peuvent être impactées par la fracturation, notamment la directive sur l'eau, notamment la directive sur l'air, notamment aussi la directive sur les impacts environnementaux, et faire une réglementation spécifique sur l'exploitation des gaz de schiste. C'est à ce moment-là que les lobbies entrent en action. Ils vont tout mettre en œuvre pour faire plier le commissaire européen à l'environnement et torpiller toute velléité législative. À Bruxelles, les industriels entretiennent une armée de lobbyistes. Ils sont près de 20 000 à déambuler dans les allées des institutions. Comme en France, ils organisent des dîners, des conférences, rencontrent les décideurs. Moi, j'ai eu Total, par exemple. Plusieurs fois dans mon bureau, ils essaient de voir quel est l'état de connaissance des députés. Et puis si ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas, ils savent pas grand-chose là-dessus, ils les désinforment en disant « mais c'est une pratique courante ». Donc, il y a du mensonge de partout. Et cette façon de faire, eh ben, si un député n'est pas très au courant, eh ben, il va voter pour le progrès, soi-disant. Cette propagande est subie au quotidien par les députés européens. À l'approche de chaque échéance importante, elle se fait de plus en plus pressante. Exemple en novembre 2012, le jour du vote d'un rapport sur les conséquences négatives des gaz de schiste. Au Parlement, juste à l'entrée de l'hémicycle, les députés tombent sur cette exposition. Comment les gaz de schiste transformeront l'Europe? Des écrans géants vantent une ressource abondante, en harmonie avec la nature. Tout fait penser à un événement organisé par des écologistes. Le vocabulaire est militant. On y parle d'énergie responsable ou de coalition citoyenne. J'étais interpellée parce que c'était hyper, vraiment la grande exposition avec énormément de moyens. Michel Rivasi décide de se renseigner. Et elle découvre que la coalition citoyenne Énergie Responsable est une association fantôme créée et financée par un lobby pétrolier polonais. Normalement, quand c'est des lobbyistes qui organisent, ça arrive souvent que les lobbyistes organisent des expositions, ça doit être inscrit dans le registre sur la transparence concernant la présence des lobbies. Et là, il l'avait absolument pas fait. Donc c'est une façon déguisée de dire, voyez, il y a même des citoyens qui sont favorables au gaz de schiste, alors que c'est les pétroliers qui le financent. L'organisation de cette exposition le jour du vote fait scandale. Certains députés, comme Corinne Lepage, s'en plaignent immédiatement dans l'hémicycle. Je dois dire que depuis 3 ans et demi que je suis députée ici, je n'ai jamais vu un lobbying aussi intense sur un texte que nous avons à voter. C'est quelque chose qui est tout à fait inacceptable. Les lobbyistes ne se contentent pas de faire pression au Parlement. Ils visent aussi la Commission européenne. Là, ce sont des gouvernements qui passent à l'action. Vous savez, au sein de l'Europe, les plus grands ennemis de l'environnement aujourd'hui, c'est les Anglais et les Polonais. Les Polonais sont fous de tout ce qui est minier, sont des adversaires acharnés de la politique climatique de l'Europe.
Et aujourd'hui, ils sont rejoints par l'Angleterre, qui est devenue pro-nucléaire, pro-OGM, pro-gaz de schiste, enfin pro tout ce qui, à terme, est une menace majeure pour l'environnement. Ces États pro-gaz de schiste peuvent compter sur un allié, José Manuel Barroso. À l'époque, il est président de la Commission européenne. En 2013, il les aide à mettre au pas Janez Potočnik, le commissaire responsable de l'environnement, qui veut une loi contraignante sur la fracturation hydraulique. Dans cette lettre confidentielle, en novembre 2013, les délégués anglais se félicitent de la position de Manuel Barroso, qui a bloqué pour l'instant toute discussion sur une proposition de loi. Ils soulignent que leurs principaux alliés sont la Pologne, la Slovaquie et la République tchèque, qui représentent quasiment une minorité de blocage. Et ils concluent: il faut continuer le lobbying. 6 mois plus tard, les Anglais peuvent crier victoire. La Commission adopte seulement des recommandations. Contrairement à une loi, elles n'ont rien d'obligatoire, rien de contraignant. Chaque État décide des règles qu'il applique. Moi j'ai vu M. Potočnik qui était désespéré. Et il a totalement perdu. Et vous voyez bien que tout est fait pour que partout les gens ont envie de forer, d'exploiter, puissent le faire. Et puis dans 5 ans, quand tout sera bien cochonné, à ce moment-là, on se posera éventuellement la question de la réglementation. Les pétroliers ont maintenant les mains libres en Europe. Et conscients du danger de la fracturation hydraulique, ils vont chercher à se protéger au cas où cela tournerait mal. Les lobbyistes vont alors réussir un dernier coup: empêcher que des études d'impact soient rendues obligatoires avant de forer. Les conséquences sont considérables. Pourquoi elles sont considérables? Parce que quand il y a un pétrolier ou un gazier qui veut faire l'exploration des gaz de schiste, si vous n'avez pas fait le point zéro avant, c'est-à-dire étudier la qualité de l'eau, les conséquences par exemple sur la quantité d'eau qu'il va falloir faire pour la fracturation hydraulique, si ça c'est pas fait, le pétrolier va faire comme aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il vient, il fait son forage, il pollue et il s'en va. Et après vous allez attaquer le pétrolier. Mais il va dire, mais c'est pas dû à moi ça. Moi, cette pollution, elle était préexistante. La décision d'imposer des études d'impact doit être prise au niveau des gouvernements au Conseil européen. Chaque pays doit donc donner son avis. Bizarrement, la France va s'abstenir dans ce vote crucial. Qui est pour? Qui est contre? Enthaltung ist angenommen. 30 elektronisch. Moi, j'ai écrit la contribution de la France et cette contribution n'a jamais été déposée. Et donc, à la consultation de la Commission européenne sur les gaz de schiste, il n'y a pas eu de réponse de la France. C'est pas parce qu'elle n'a pas été écrite. Ce qu'il faut bien voir en France, c'est tout ce qui touche à l'énergie, c'est pas les ministères qui le font, c'est l'Élysée. Les fonctionnaires, surtout dans des délégations comme ça de représentation française, ils peuvent avoir des messages qui viennent pas forcément que de la ministre concernée, mais qui viennent de l'Élysée. Et entre la ministre concernée et l'Élysée, c'est l'Élysée qui prime. Lors de ce conseil, donc, la France s'est abstenue, l'Allemagne s'est abstenue, ce qui équivalait en réalité à donner la majorité à ceux qui ne voulaient pas d'études d'impact, c'est-à-dire l'Angleterre, la Pologne, la Hongrie et les autres. Pourtant, officiellement, le président Hollande est contre l'exploitation des gaz de schiste. Tant que je suis président, il n'y aura pas d'exploration du gaz de schiste en France. C'est un peu schizophrénique quand même de la part de la France qui, d'un côté, chez elle, déclare qu'elle est contre l'exploitation des gaz de schiste et... Ça veut dire qu'elle a cédé au lobby de Gaz de France, de Total et des autres. Après 2 ans de campagne, les lobbyistes sont en passe de gagner la partie. Les dériques se multiplient en Europe. La Pologne est la première, fin 2013, à permettre l'exploitation des gaz de schiste. Début 2014, le Royaume-Uni l'autorise à son tour. Total et GDF Suez sont de la partie. Quelques mois plus tard, le Danemark emboîte le pas. Là encore, c'est Total qui obtient des permis de forage. Quant à la France... Je pense, si vous voulez, que la France se rendra compte qu'en matière d'énergie, elle a des problèmes graves et que se passer d'une ressource qui peut être importante, avec tous les problèmes qu'a la France, nous coûte très cher. Si sur les gaz de schiste, on perd 3 ans, c'est pas un drame. Vous pensez qu'on ne fait que perdre 3 ans? Oui. Et vous pensez profondément qu'à la fin, vous gagnerez? Parce que c'est pas que je gagnerai, je pense que la raison gagnera. La seule façon
il n'y a pas d'autre façon que d'extraire des nanoparticules de pétrole qui sont coincées là-dedans que de fracturer cette roche. Est-ce que c'est clair? Tout autre moyen est un mensonge. Ardoise, 2 millions d'années de compression, la seule façon machin, c'est de faire. Donc on descend un tuyau jusqu'à 2500-3000 mètres du sol, à la verticale, et ils font un petit virage, et ils vont jusqu'à 14 km à l'horizontale. 14 km. Ça a l'air de rien, mais ça veut dire que vous pouvez être dans votre salle de bain, en train de vous brosser les dents, en train de penser que le puits il est loin, et non, il est à vos pieds. Ils peuvent faire par puits jusqu'à 10 fracturations. 10 fracturations. Ces fracturations utilisent, chaque fracturation, 20 millions de litres d'eau. 20 millions de litres d'eau. Donc 200 millions de litres d'eau. 20 millions de litres d'eau, c'est le besoin quotidien de 100 000 personnes. Pour vous donner un ordre d'idée. Le besoin quotidien de 100 000 personnes. 20 millions, il fait les comptes là, le monsieur. Combien je mets dans mon robinet, combien je prends ma douche et tout. Non, mais c'est des chiffres officiels. Là. 100 000 personnes, besoin quotidien, 20 millions d'eau. Donc ils peuvent faire jusqu'à 200 millions de litres d'eau là-dedans. Et donc ils injectent cette flotte-là avec une pression de 600 bars. 600 bars, c'est comme si vous preniez un tupolève dans la figure en pleine vitesse, en mettant 600 à 900 produits chimiques, plus du sable. 600 à 900 produits chimiques. Il y a dans ces produits chimiques même un produit dont, et ce que je vous dis est vérifié, un embaumeur ne veut même pas l'utiliser tellement il est dangereux. 600 à 900 produits chimiques. Je vais vous distribuer ça après. Vous aurez quelques petits extraits des produits chimiques. Alors, ils mettent aussi du sable. Le sable servant à éviter que une fois que la fracturation est faite, donc ils ont balancé la flotte avec les produits chimiques et le sable évite que les fractures se referment et donc ils récupèrent ce qu'ils ont injecté. On ne récupère par fracturation que de 30 à 70% de ce qu'on a injecté. C'est très important ce que je suis en train de dire, de 30 à 70%. Ça veut dire que reste en bas de 30, de 70 à 30% de ce qu'ils ont injecté. Petit détail anodin, et qui me paraît important et qu'on ne dit jamais, même si c'est ce qu'ils disent le contraire, c'est que les 600 produits chimiques qui sont mis, les 900 produits qui sont mis avec l'eau, on ne peut plus traiter cette eau. Cette eau est définitivement polluée. Donc il reste dedans, ou ce qui récupère, de l'eau définitivement polluée. Aujourd'hui, personne au monde ne sait retraiter cette flotte. Personne. Et même si on savait la retraiter, ce qui peut arriver, ils ne le feraient pas. C'est trop cher. Voilà. Parce que s'ils le faisaient, ça boufferait sur les bénéfices. Donc comme ce truc-là est basé uniquement sur le profit, ils ne retraiteront jamais cette eau définitivement polluée. Donc il y a une partie qui reste dans le sol, vous avez bien compris, avec des produits chimiques et le sable, et une autre partie qui remonte, où ils séparent les nanoparticules de pétrole et l'eau ils la mettent dans des bacs de rétention, dans des machins, dans des bidules. Aux États-Unis, ils la réinjectent dans des puits en la comprimant, ils s'en servent pour arroser les routes, enfin bon, le truc complètement fou. Il n'y a pas d'autre moyen que la fracturation. On va essayer de vous manipuler dans les mois qui viennent pour vous expliquer que, d'abord on appelle plus ça la fracturation, maintenant c'est important, notez bien, c'est important. C'est plus de la fracturation, c'est de la stimulation. C'est du massage de roche. Je vous jure qu'ils sont en train de préparer des discours dialectiques pour nous faire passer la pilule. Ils se sont rendus compte que fracturation, ça ne plaisait pas. Donc maintenant, c'est stimulation, c'est écosystème, c'est tout ça. Ceci dit, c'est quand même de la daube. Jusque-là, est-ce que tout le monde comprend ce que je dis? Donc je vais vous faire la différence aussi par rapport à l'exploitation d'huile conventionnelle ou de pétrole conventionnel. Donc vous prenez une bouteille un gros ballon plein de pétrole, vous mettez une paille dedans et vous aspirez. Ça, c'est l'exploitation de pétrole dit de type conventionnel. Ça, c'est plus une éponge. Oui, une éponge. Vous mettez une paille et vous aspirez. C'est quand même beaucoup plus difficile. C'est donc ce qu'on appelle l'exploitation du gaz et de l'huile non conventionnelle. Il faut que je vous dise aussi, pour que vous compreniez bien, est-ce que tout le monde connaît la pyramide de Ponzi? Ouais, ah putain, c'est bien. D'habitude, les gens ne savent pas. Quand je dis Madoff, les gens comprennent mieux. Donc Madoff. Eh bien, ce truc-là, c'est exactement la même chose que Madoff et la pyramide de Ponzi. Pourquoi?
Parce qu'il faut que vous le sachiez, et ça c'est pas moi qui le dis, tout ce que je vous raconte ce soir est sous le contrôle de David, qui bosse avec moi dans le collectif 91, c'est factuel et c'est la vérité comme mes bouquins. D'ailleurs je vous en profite, je connais l'auteur, il est sympa. J'en étais où? Ça me fait couper. Ah oui, bien entendu. Un puits, au bout d'1 an d'exploitation, 1 an d'exploitation, perd 65% de son débit. 65% de son débit. C'est simple à comprendre, vous prenez une bouteille de coca, vous voyez, vous la secouez bien, et vous l'ouvrez. L'exploitation d'un puits, c'est exactement la même chose. Au bout d'1 an, il y a 65% du débit qui est en moins. Et c'est pour ça qu'ils sont donc obligés d'en faire d'autres. Pour avoir le même pépette. Mais c'est une course en avant. Un puits d'exploitation d'un puits d'huile et de gaz de pétrole, c'est maximum 10 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, ils ont exploité tout ce qu'il y avait dans le puits. Donc quand on nous raconte que c'est quelque chose de pérenne, c'est des menteurs. C'est des menteurs patentés. Nous, on sait, et on en a les preuves puisqu'on l'a fait déjà ailleurs, qu'au bout de 10 ans, un puits, on le referme. Il n'y a plus rien à en tirer. Mais le plus grave, il n'est pas encore là. Parce que donc, je vous ai parlé des 30 à 70% de merde qui restaient dans le sol, qui, bien entendu, vous devez vous en rendre compte, ne restent pas dans le sol. Ça remonte par les failles. Ça remonte à cause des tremblements. Donc ça reste pas. Ça arrive dans l'air, ça arrive dans l'eau, ça arrive dans le sol. Et c'est des maladies qu'aujourd'hui, on ne connaît même pas. C'est-à-dire que le mélange des molécules à 3000 mètres, etc., crée des nouvelles maladies. Juste un petit point de détail. Aux États-Unis, qui est un pays éminemment libéral par rapport à ça, même s'ils s'en mordent les doigts. Et je vais vous expliquer, il y a des endroits où il n'y a plus d'eau. Plus d'eau. Pourquoi? Parce que la plupart des puits d'exploitation d'huile et de gaz de schiste descendent en dessous des nappes phréatiques. En France, par exemple, la plupart des nappes phréatiques en France sont entre 1000 et 1500 mètres, entre 500 et 1500 mètres. La Roche-Mer est à 2500-3000 mètres. Donc les tuyaux passent à travers les nappes phréatiques. Et quasiment tous les tuyaux d'exploitation dont on sait aux États-Unis, à cause des tremblements, à cause des séismes, à cause de l'injection, fuient à un moment donné ou à un autre. Et l'eau, les nappes phréatiques sont, là-bas, définitivement polluées. Je pose simplement la question. Pourquoi ce qui a été fait là-bas, ça n'arriverait pas chez nous? Ouais, là-bas, ils sont moins intelligents que nous, sans doute, hein, ça doit être ça. Hein, c'est tout de même ce qu'on voudrait nous faire croire. Moi, je dis que j'ai pas l'intention que notre terre, pour une exploitation d'un produit, d'une énergie fossile, qu'on ne peut exploiter que pendant 10 ans. Rappelez-vous bien ce chiffre. 10 ans. On pollue la terre, l'eau et le sol pour 900 ans à 1000 ans. Parce que la pollution qu'il y a derrière, grâce à ces produits, grâce à ces dérivés, grâce au radon qui remonte, grâce à un tas de choses, c'est 900 à 1000 ans. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Rien que sur ce sujet-là, je dis ça vaut pas le coup. Deuxième petit point, on nous dit que ça crée des emplois. Vous avez entendu Thomas Porcher, avec qui on travaille, qui le démontre par A plus B. Un puits, ça crée pas d'emplois. Alors si, pardon, je m'excuse. Aux États-Unis, ça a créé des emplois. Parce qu'aux États-Unis, ils ont fait ça dans des grandes étendues désertiques, dans certains endroits. Donc il a fallu faire des routes. D'accord? Il a fallu mettre des maisons. Il a fallu faire des restaurants. Il a fallu faire des bars. Il a fallu dans les bars mettre des putes. Tout ça, ça crée de l'emploi. Mais en France, on a déjà tout ça. Donc ces emplois, entre guillemets, dont ils ont pris compte, qui sont des emplois précaires de construction, on n'en aura pas besoin en France. Et quand le puits est construit, qu'est-ce que c'est qu'un puits de pétrole ou un puits d'exploitation de produits de gaz et d'huile non conventionnels? C'est un tube avec un robinet. Hein. C'est 1,2 emplois par puits. Thomas le dit tout à fait. 600 000 emplois créés aux États-Unis, 500 000 puits en activité. C'est votre division, c'est 1,2. Et en plus, c'est des emplois subalternes. C'est le vigile. Celui qui garde le puits. Et nous, on a fait plusieurs fois l'expérience avec David. On a été sur des puits où on s'est même fait jeter sur la route. Il y a des vigiles. Vermillon, qui est une entreprise dans laquelle on s'est beaucoup battu sur l'Essonne, a son siège, sous-siège à Vers-le-Grand, pour l'exploitation de toute l'Essonne. Vous savez combien il y a d'employés? 4. Dont 2 qui sont canadiens.
Le total des employés de Vermillon France, sous-traitants compris, le total de Vermillon France, qui est une des plus grosses entreprises au Canada d'exploitation d'huile et gaz de schiste, c'est 380 personnes. Parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de monde. On a besoin de tuyaux, on a besoin d'un robinet, et on a besoin d'envoyer ça dans les gazoducs, c'est tout. Donc vous voyez bien que ça ne crée pas non plus d'emplois. Donc destruction de l'environnement pour 900 à 1000 ans et de façon quasiment définitive, destruction des nappes phréatiques. Mais c'est partout où on l'a vu aux États-Unis, les nappes phréatiques sont quasiment tous pourries. Ça ne crée pas d'emploi. Maintenant, l'énergie. Putain, c'est génial. On va vachement moins payer notre essence. C'est d'une évidence absolue. Mais c'est vrai, hein, si on les entendait, demain c'est gratos. Hein. Mais ça aussi, c'est des mensonges. Thomas le dit très bien dans son livre. Il faudrait qu'on ait quasiment 90 000 puits pour avoir 1 ou 2% d'énergie, d'économie énergétique, 1% d'économie énergétique sur une année. Est-ce que ça vaut le coup de détruire la planète pour ça? En plus, je ne veux rien dire, mais on a signé des contrats béton avec Gazprom, avec avec les Russes, etc. Vous pensez vraiment qu'il y a ces gens-là vont nous laisser dire, bon, on arrête notre contrat? Il y a ce qu'on appelle dans des contrats des dédits. Vous connaissez les dédits? C'est-à-dire que tu arrêtes ton contrat, tu payes. Donc là aussi, c'est un mensonge flagrant. Ces gens-là nous mentent. Mais quel est leur intérêt? Leur intérêt, il est uniquement financier. Uniquement. Parce que, je ne sais pas si vous avez bien écouté dans le film, moi il y a un truc qui me rend fou depuis plusieurs années. En France, il y a le principe de précaution, des fois ça peut être chiant, mais c'est quand même intéressant. Et il y a ce qu'on appelle les études d'impact. Vous avez bien compris ce que c'était les études d'impact? Moi, c'est chiant, mais c'est pratique. Sur une usine veut s'installer en France, avant qu'elle s'installe, on étudie l'air, l'eau, le sol, on prend des mesures, et 3 ans après, on refait la même chose au même endroit, les mêmes mesures, et on dit, bah tiens, là, il y a plus d'arsenic. Il n'y en avait pas avant que tu arrives. On peut prouver comme ça que c'est à cause de l'usine que donc il y a une détérioration de l'environnement. Pourquoi ils ont fait voter? Non. Si, ils ont fait voter, monsieur. Pourquoi ils ont fait voter à Bruxelles une directive comme quoi il n'y aura pas d'étude d'impact sur l'exploitation de l'huile et gaz de schiste? Moi, je veux comprendre. Puisqu'on m'explique que c'est pas dangereux. Puisqu'ils nous racontent partout que c'est mirifique, que ça va être merveilleux, et qu'il n'y a aucune conséquence. Pourquoi ils ont fait interdire les études d'impact? Parce que qu'il n'y ait pas d'études d'impact, ça a l'air de rien, mais c'est grave. Parce qu'en plus, vous avez remarqué, mais c'est tous des entreprises étrangères qui exploitent en France. Hein. Américaines, canadiennes, allemandes, etc. Quand ils vont avoir fini d'exploiter, ils se barrent. Quand 5 ans, 6 ans après, on va découvrir qu'il y a des cancers qui sont machins, etc., qu'on va vouloir faire des procès, il va falloir les faire où, les procès? Premièrement, il va falloir les faire là-bas. C'est pas fou, les mecs, hein. Faut qu'on fasse tout traduire en anglais, qu'on prenne un avocat américain, qu'on prenne un avocat canadien. Vous voyez déjà tout ce que ça a. Et en plus, comme il n'y aura pas eu d'études d'impact, de toute manière, on l'a dans l'Ouest. Ça va créer des emplois? Ouais, ça va créer des emplois, ouais. Ils nous diront, mais on dit souvent avec David sur des conférences qu'on fait, ça crée des emplois, l'huile et gaz de schiste. Dans les cimetières, les hôpitaux et les infirmeries. Essentiellement. Mais vous voyez bien que là aussi, quelque part, il y a une arnaque. Et pourquoi on veut nous imposer ça? Moi, je dirais une seule raison. On vous a parlé tout à l'heure de l'étoflurane. J'étais, moi, à la commission, avec le Pépère Lenoir et Bataille, là, un type de l'UMP, et de LR et un type des socialistes. Vous les avez vus, là, qui ont fait un rapport intermédiaire. J'ai récupéré le dossier qu'ils ont distribué, le rapport. Vous savez qu'ils ont osé mettre dans le rapport que maintenant, c'était pas dangereux, la fracturation nordique, parce qu'on faisait ça avec des barres chocolatées. Avec des produits alimentaires. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Il y a un moment donné, on devient fou. Mais plus c'est gros, plus ça passe. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où on parle d'emploi, à partir du moment où on parle de richesse, à partir du moment où on parle d'exploitation, de simulation, de stimulation, et non de fracturation, il y a une partie de la population qui se laisse manipuler et qui plonge. Et moi, le problème, et c'est pour là que je suis là où je suis ce soir, c'est que je sais que pour l'instant, ils se calment. Ça fait 1 ou 2 ans qu'on les entend plus tellement. Nous, avec David, on a gagné un grand combat l'année dernière. Ils voulaient nous imposer 17 puits sur l'Essonne. 17 puits.
ils sont en train de réparer tous les puits conventionnels sur toute la France. Ils les réparent. Nous, par exemple, il y avait des puits conventionnels, ils voulaient les réparer en descendant à 2000 mètres, voire 2500. Tiens, 2500, c'est comme la Roche-Mère. Mais officiellement, c'était pas pour faire du gaz de schiste, c'est juste pour préparer le terrain. Nous, on a réussi dans l'Essonne, je vais vous répondre tout de suite. Conventionnel, ils font aussi. Oui, je sais bien. Mais je sais bien qu'ils le font aussi. Moi, ce qui m'étonne un peu, c'est que d'un seul coup, ils préparent ça sur 17 puits dans l'Essonne, en descend à 2005. Bah, c'est juste ça. Mais je suis d'accord, de temps en temps, ils le font. Mais je trouve ça un peu bizarre, d'un seul coup, qu'ils le fassent en Seine-et-Marne, sur l'Essonne, et qu'ils attendent 2017. Pour exemple, sur l'Essonne, sur des puits qui sont quasiment, où ils récupèrent, allez, je vais dire une connerie, hein, mais un chiffre bateau, un baril tous les 3 mois. C'est des puits en fin d'exploitation, en conventionnel. Qu'ils ont quand même acheté 80 millions d'euros. Et nous, l'investissement qu'ils voulaient faire sur des puits, pour réparer des puits et les descendre à 2500 mètres, ils mettaient quand même 40 millions d'euros sur la table. Enquête publique fait bizarrement fin juin, début juillet. Avec une deuxième enquête sociale, une enquête publique qui devait faire en août. Les 12 millions de S qu'ils ont acheté. Ouais, en plus. Donc vous voyez bien que... Pardon ? Il y avait Burkini. Ouais, ça doit être ça, ouais. Il n'y a pas un contre-lobbying de la part de Danone et de Nestlé, sachant que ça pourrait polluer. Pardon pour les questions, vous pouvez demander d'attendre la séance de questions. Non, moi je peux faire en même temps. Okay. C'est pas un problème. Je te remercie. Sachant que ça pourrait polluer les nappes d'eau potable qu'ils exploitent. Non, il n'y a pas un contre-lobbying là-dessus, parce qu'ils s'en foutent complètement Nestlé, ils veulent même nous faire payer la flotte. Alors, tu sais, j'ai pas vu de lobbying de Danone et Nestlé là-dessus. Ou alors faut que tu me sortes les papiers. Est-ce que je suis clair avec tout le monde pour l'instant ? Je vais pas vous faire 3 heures de discours. Si vous avez des questions, allez-y. Monsieur. Contrairement aux États-Unis, les puits qui sont implantés, en France, est-ce qu'il y a une autorisation ou c'est les terrains qui sont pris par l'État ? Ah non, il y a des autorisations à demander, hein, mais le problème c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de permis de recherche qui sont déposés. Aujourd'hui en France, le terrain le dessous du terrain n'appartient pas aux personnes. Alors qu'aux États-Unis, c'est pas le cas. Là aussi, on a dit aux États-Unis, je profite pour rebondir. Ah mais non, mais ça apporte des emplois plutôt aux personnes qui sont décédées qu'aux vivants. On est d'accord. Juste une idée, aussi une idée préconçue qu'on vous donne, c'est qu'on vous dit, par exemple, il y a beaucoup d'Américains qui ont fait des fortunes en louant leur terrain. C'est un argument qu'on donne. Oui, c'est vrai. Très honnêtement, c'est vrai. Les mecs qui ont un terrain aux États-Unis et qui louent à un pétrolier, on leur donne 10 000 à 15 000 euros par mois. C'est bien, hein ? Ce qu'on a oublié de dire aux gens, c'est que leur maison qui est juste à côté, qui valait 500 000 euros, ne vaut plus rien. Parce que toutes les baraques qui sont à côté des puits, ils valent plus rien. Donc d'un côté, on ne vous donne qu'une partie du problème en disant, vous avez l'Américain, il gagne 10 000 euros par mois en ça. Ouais. Sa baraque, elle est naze. Donc le temps qu'il rembourse sa baraque, il en faut des mois. Plus les maladies. Si on prend en compte le fait que la transition énergétique est encore lointaine et que l'indépendance énergétique est un enjeu de puissance très objectif, quelle remplacement vous proposez par exemple au gaz de schiste ? On me l'a fait à chaque fois celle-là. Alors moi, je ne propose pas de remplacement pour l'instant. Voilà. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est vachement simple. Commençons par arrêter ces énergies fossiles inutiles, obsolètes, qui nous servent à rien, qui nous polluent, et tu vas voir qu'on va les trouver, puisque le peuple et les gens en général n'aiment pas le vide. N'aiment pas le vide. Mais si j'écoute ton discours, ce que veut nous faire dire les lobbying pétroliers, tu sais, il y a ce que j'appelle le oui mais. On peut, mais tant qu'on n'a pas une énergie renouvelable à mettre sur charge, on continue à exploiter cette merde. Tu vois, moi j'ai un autre principe. Les mines antipersonnelles, je suis contre. Non, mais je t'explique. Pour être clair, les mines antipersonnelles, je suis contre. Mais il y a des gens qui disent, oui, mais tu comprends, si moi je ne les fais pas, c'est le voisin qui va les faire. Ben non, moi les mines antipersonnelles, je suis contre. Donc cette histoire, quand je prouve par A plus B que c'est une grosse daube, que ça ne crée pas d'emploi, que ça ne crée pas de richesse, que ça va nous bousiller l'atmosphère pour 900 ans, pourquoi on se pose d'autres questions ? Pourquoi on ne le fait pas ? Maintenant on bosse pour autre chose. Je partage ton avis. Tu peux parler plus fort ? Je
partage cet avis. Heureusement. Mais c'est que les changements de ce genre-là se font par des ruptures technologiques qui nécessitent des politiques d'innovation qu'il faut avoir. Mais ça n'a pas tout de suite. Et en attendant, on a des objectifs de survie vitaux. Je veux dire, beaucoup de gens se montent contre les gaz de schiste et contre leur extraction, et ils ont raison. Mais d'un autre côté, au bout de 3 jours sans mazout, ils commencent à manifester et à casser des vitres. Je suis d'accord. Il y a une élévation du degré de conscience à avoir. C'est pour ça qu'avec Comme David, on n'arrête pas de faire des réunions partout pour élever le degré de conscience des gens. Mais à un moment donné, il faut dire non, j'en veux pas. Quand on peut prouver par A plus B, je vais voir que c'est vraiment autre, pourquoi se poser d'autres questions? Moi, je m'en pose pas. Mais je suis d'accord avec toi, il faudra qu'on trouve d'autres systèmes. Moins on se servira d'énergie fossile, plus on les trouvera. Les énergies fossiles et les pétrogaziers nous disent, tu sais qu'il y a un truc qui est vachement fou, et ce que je vous dis encore est vrai, c'est-à-dire que les pétrogaziers aujourd'hui, ils mettent du pognon pour les énergies renouvelables. Je vous jure que c'est vrai. Ils nous font croire qu'ils travaillent dans la recherche pour les énergies renouvelables. Ils nous font croire. Moi, ça me rend fou. C'est pas vrai. Monsieur et monsieur. Tu peux parler plus fort? Je vais répondre rapidement à ce que vous avez dit. Moi, je suis plombier chauffagiste. Donc le gaz, je sais que mon emploi dans la pour chauffer. Il y a énormément de solutions qui existent, qui sont des solutions passionnées, qui ne coûtent pas plus cher et qu'on ne déploie pas en France. Qui coûtent rien. Qui existent au Québec. Des solutions pour récupérer, par exemple, des petits trucs, tu vois, pour récupérer la chaleur, par exemple, les eaux usées, choses comme ça. Et voilà, ça existe, ça marche. Je ne veux pas ouvrir le débat, mais au stade où j'en suis moi, je vais te dire qu'ils sont contre le fait qu'on développe les énergies renouvelables autonomes. Voilà. Et de toute façon, on a du gaz en Russie. Je vais te donner un exemple. Les cellules photovoltaïques, rappelez-vous, c'est après ta divergence. Et à un moment donné, c'était en pleine explosion sur les toits des maisons. On pouvait les installer, ça nous créait notre propre électricité. Vous le suivez? Ça a commencé à bien se développer il y a quelques années. C'était en pleine expansion. Puis de quoi il y a un mec qui s'appelle Arnaud de Montebourg, mais ça aurait pu en être un autre, qui s'est mis à les taxer de 12%. Ils ont réduit, vous avez donné à tout le monde? Il en reste, c'est génial. Ils ont taxé les gens qui installaient de 12% le plus les produits. Ils ont réduit le nombre d'années où on revendait l'électricité et ils ont baissé le coût de revente. Le marché s'est complètement effondré d'un seul coup. Ce qu'a dit M. Arnaud de Montebourg par rapport à ça, et l'autre fois j'ai failli lui péter la tête à cause de ça, c'est qu'il nous a expliqué par A plus B, mais pareil, il est mal informé, que c'est parce que les Chinois faisaient du dumping sur le matériel. Je veux bien l'entendre. Mais pourquoi il n'a pas fait ça pour les chaussures chinoises? Pourquoi il n'a pas fait ça pour les jouets chinois? Uniquement pour les panneaux qu'on mettait sur les murs, qui petit à petit risquaient de nous rendre autonomes et indépendants au niveau de notre électricité. Qui derrière, si jamais ça se développait vraiment, c'est juste mon analyse personnelle, si ça se développait vraiment, c'est qu'après, comme on avait l'électricité en rade, on aurait peut-être pu s'acheter des bagnoles électriques, on aurait pu brancher le soir chez nous. Là aussi, on devenait autonome. Et quand vous réfléchissez en un peu plus large, ces gens-là n'ont aucun intérêt à ce qu'on crée nos propres réserves d'électricité. Parce que dans ces cas-là, ils n'existent plus. Ces gens-là n'ont aucun intérêt à ce que toutes nos voitures soient autonomes quand on les branche le soir. Parce que dans ces cas-là, on n'ira plus à la pompe. Donc d'un seul coup, alors que c'était en pleine expansion, M. Montebourg a tout cassé. Tout. Les prix, le nombre d'années et le prix que ça coûtait, où ça commençait à être pas cher. Soi-disant pour du dumping chinois. Mais pas pour les godasses, pas pour les jouets. Je pose juste cette réflexion, mais je n'ouvre pas le débat là-dessus parce que sinon on peut partir très loin. Je n'ouvre pas le débat là-dessus, parce que je te vois venir. En général, quand je vois un comme ça, je sais qu'il parle à... Faut que je le bloque tout de suite. La question que j'ai envie de te poser... Tu peux me tutoyer, je suis pas ministre. Alors, la question que j'ai envie de te poser, Philippe, cette technologie a différentes facettes. Il y a une facette, par exemple, sur la microbiologie des sols. On ne sait pas exactement ce qui va remonter quand on va faire ces stages. Il y a énormément de choses autour de ça. Il y a la question des tremblements de terre, l'activité sismique que ça déclenche. Ah oui, mais ça, j'en ai pas parlé. Or, on n'est pas n'importe quel pays dans le monde, on est le pays le plus nucléarisé du monde. Donc, moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'il y a. Tu as déjà répondu, je ne pense pas qu'il y aura d'études d'impact là-dessus, mais je sais que par exemple aux États-Unis, ils l'ont fait.
Une étude d'impact? Ils ont fait du fracking. Ah oui. Ils ont un endroit, nous on est en train de construire en train de stocker nos déchets radioactifs dans un endroit qui est situé en amont de Paris, près de la Seine. Très intelligent. Les Américains ont un truc un peu similaire au Nouveau-Mexique et ça se trouve exactement à l'endroit où ils exploitent le gaz de schiste. Donc vous pouvez imaginer qu'ils ont fait du fracking autour. Si on regarde grâce à Google Earth, on voit un carré et autour il y a énormément de puits, pétrole ou gaz de schiste. Je suis pas un grand spécialiste, ouais. Pas là. Mais en tout cas, il y a des voûtes qui se sont effondrées sur les colis qui étaient stockés là-dedans, ça a déclenché des problèmes. Enfin, on le sait tout ça. Voilà, on sait tout ça. On sait tout ça, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Non, mais, vas-y, David. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'ils ont pris, comme leurs déchets, ça ne savent plus quoi en faire, enfin, les déchets hydrauliques, hein, de cette fracturation. Et ce que tu as dit, c'est que l'eau est changée aussi en radioactivité, qui est une radioactivité naturelle qui remonte et se pousse. Et ce qu'ils ont trouvé une technique, je ne sais pas dans quel état, c'est qu'ils réinjectent ces produits sous pression dans le sol. Et cette réinjection de produits chimiques, de mélanges, dans le sol, provoque des tremblements de terre. Et donc, je sais plus. C'est la réinjection aussi. Non, aussi. Bah, dès qu'on commence à faire mumuse avec le sous-sol, c'est pas terrible. Mais le fait de réinjecter ces produits de zones de stockage sous terre provoque, quand je ne sais plus quel état, mais ils ont c'est un état avant, c'est pas une zone sismique sensible. C'est au milieu de nulle part, hein. Je sais plus quel état. Et ils ont régulièrement des tremblements de terre. Il y a pire que ça. Il y a des endroits où il y avait un tremblement de terre par an. Aujourd'hui, ces endroits où ils ont fait du fracking, ils en sont à 9 ou 10 par an. Il y a un pays qui s'appelle la Suisse, qui pour là n'est pas trop con. Il y a quelques années, ils ont fait du fracking. Oh là, tremblement de terre 3,5 sur l'échelle de Richter. Ils ont arrêté pendant 6 mois. 6 mois, pas de tremblement de terre, rien qui se passe, ils refont un fracking. Ils arrivent à 5. Ils arrêtent les mecs. Moratoire. Ils sont pas fous. Ils ont eu la preuve manifeste, ils ont eu la preuve manifeste que ça y était. Mais malheureusement, les gens que vous avez vus dans ce rapport comme ça, ils ne fonctionnent pas comme ça. D'ailleurs, je dis toujours ça en forme de boutade, la Suisse est un des seuls pays qui a fait un moratoire contre le fracking, parce que tous les mecs, tous les dirigeants, ils habitent là-bas, hein. Ah ouais, ils n'ont pas envie que ça soit chez eux, hein. Monsieur. C'était pour l'eau. Aux États-Unis, j'ai vu une émission récemment où il disait que justement la Californie manquait d'eau à cause du climat. Et que donc ils ont lancé un concours pour des usines de dessalement d'eau de mer. Donc c'est un lien avec le gaz de schiste. Non mais je peux juste vous donner des chiffres qui sont des chiffres vrais. Il y a plein d'endroits aux États-Unis où il n'y a plus d'eau dans les nappes. Voilà, oui, ils disent qu'il n'y a plus d'eau et que c'est à cause du climat. Oui, mais c'est toujours à cause de ma grand-mère aussi. J'avais pas dit, mais j'avais une autre chose peut-être sur les emplois aussi, les 100 000 emplois. Peut-être que c'est plus tordu que ça parce que c'est pas, moi je l'avais pas compris les 100 000 emplois. 600 000. Oui, les 600 000 emplois comme 1,5 par. Je pense que ce qu'ils veulent mettre dans l'esprit du public, c'est que c'est les emplois qui vont être générés par la croissance, qui va être générée par la richesse induite par le gaz de schiste, les emplois qui vont être créés, voilà. Mais ça, c'est ça, je pense que c'est plus ça que... Monsieur me parlait depuis tout à l'heure, mais je suis d'accord avec toi. C'est plus si je veux ces emplois indirects. C'est pipeau. Bien sûr. Je me pose juste une petite question, c'est... dites-moi ce que vous en pensez. Tu peux me tutoyer, je suis pas ministre. Dis-moi ce que vous en pensez. Je les connais tous, en plus c'est pas terrible. Est-ce qu'un moyen de couper l'herbe sous le pied justement de ces lobbyistes et de ces grosses entreprises, ce serait pas via l'État, enfin l'État qui leur dit ok, si vous voulez, on vous laisse une chance, on fait un seul test, on vous donne un permis pour une exploitation, on fait évidemment toutes les études nécessaires avant, donc on a toutes les données avec un organisme indépendant qui s'occupe de tous les relevés. Tu as déjà 3 erreurs dans ton discours là, mais vas-y, continue. L'exploitation, au bout de je ne sais pas quelle période, voilà, on refait les relevés et on regarde précisément l'impact. S'il est négatif, interdiction totale. Dans l'idéal, dans l'utopie, dans mes rêves les plus fous. Oui. Maintenant, dans la réalité des faits, non. Est-ce que tu as remarqué quand même que la directrice de cabinet de Hollande, c'était la femme de... Non mais l'État. Dis-toi bien que les dés vont être pipés. On sait aujourd'hui que c'est de la daube. Pourquoi tu vas aller faire des expériences?
Mais justement, ce serait un moyen... Non mais on le sait. Excuse-moi, on le sait. Mais là, il n'y aurait plus d'argument, parce que là, ce serait prouvé par A plus Non mais B que c'est de la dope. on le sait. C'est déjà prouvé par A plus B. Dans plein d'endroits au monde, c'est prouvé par A plus B. Et pire, tu viens, nous on a des... Par exemple, façon de parler de la technologie... Leptofruane, c'est de la daube. Oui, oui. On parlait de la facturation écologique qui n'a jamais été testée. Mais- Par exemple, là, on peut leur répondre, écoutez, on fait juste un seul test unique, avec tous les relevés nécessaires. On voit que c'est de la merde, mais voilà, vous êtes interdit. Il y a un moyen, vraiment un moyen de les bloquer. Il y a un moyen de les bloquer, c'est de les bloquer financièrement. Aussi. Je l'avais dit. Je vais prendre les cas de... Je parlais dans le film de S-Oil. S-Oil, il disait que c'était la première boîte américaine, machin. Ils ont mis la clé sous la porte en France. Parce qu'ils n'ont pas pu exploiter ce qu'ils voulaient. Parce qu'en fait, dans le système pétrolier américain, dans le système du monde financier, c'est que de la projection. On imagine qu'on a ça de dispo, et on met ça dans nos actifs financiers. On projette, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une course en avant. Donc le moyen de les bloquer, c'est le mouvement, enfin voilà, des citoyens, et de les bloquer, de ne pas pouvoir exploiter. Et au bout d'un moment, c'est des financiers. Parce qu'en fait, l'énergie, ils s'en foutent. Hein. C'est de la finance, hein. C'est purement de la finance. Hein. Aux États-Unis, c'est des financiers. Donc le seul moyen de les bloquer, c'est financièrement. Et en les bloquant leur exploitation, ils perdent de l'argent tous les mois. Per million, perdent de l'argent. Ce que nous, on a réussi à faire dans les sommes. Mademoiselle, monsieur, monsieur et monsieur. D'accord. Mademoiselle, monsieur, monsieur et monsieur. Mademoiselle. Vous parliez de moratoire en Suisse tout à l'heure. Ouais. Il y en a eu aussi un en Écosse. Et on a appris récemment que les boîtes américaines commençaient à exporter du gaz de schiste en Écosse. Ouais, comme ils le font en France. Est-ce que, est-ce que vous ne pensez pas qu'ils ont aussi un intérêt à ce qu'il y ait un tel débat en France, enfin en Europe en général, sur les gaz de schiste ça les sert d'une certaine façon, puisqu'ils n'ont pas de concurrent quand ils exportent. Ah non, mais c'est un bonheur, et c'est plus vicieux que ça. Parce que si tu poses toujours, et pensez à 2017-2018, là aujourd'hui, ils sont en train de le faire en France, c'est-à-dire qu'ils font venir de l'huile, du gaz de schiste des États-Unis. Mais qu'est-ce qu'on va nous servir comme soupe en 2017 quand ils vont autoriser la recherche? Bah, attendez, on ne va pas continuer éternellement à faire venir du gaz de l'Amérique. Faisons-le venir chez nous. Donc ça fait aussi partie d'un plan global pour l'acceptabilité sociale de cette merde en France. C'est pas gratuit, hein. On n'a pas aujourd'hui besoin de faire venir du gaz de schiste des États-Unis, c'est pas vrai. Toutes les études prouvent que ça coûte plus cher de le faire venir, même si ça a baissé le coût, que de le prendre, je vais te dire, en Russie ou ailleurs. Mais on fait exprès de le faire venir très loin pour pouvoir après dire, si vous voulez vous en débarrasser les enfants, faites-le en France. L'Écosse, c'est un dernier pays qui est un petit peu contre ce que veut l'Angleterre. C'est-à-dire en Écosse, ils vont dire, nous, on ne veut pas forcément de cette merde, alors que l'Angleterre est totalement pour. C'est aussi un moyen de détenir, pour après. Pense 2017. Sauf que d'une certaine façon, ça arrange la boîte américaine en question. Oui. Que personne ne puisse exploiter le gaz de schiste. Oui, mais c'est pas si tordu que ça. Les Américains gagnent sur tous les tableaux aussi. Hein. S'ils le font, ils gagnent, et s'ils nous l'envoient, ils gagnent aussi. Moi, mon problème, c'est que j'en veux pas. Là, encore une fois, je refuse de rentrer au débat, j'en veux pas. J'ai pas envie que mes enfants soient pollués par cette merde. Ce que je voulais dire, c'est juste, est-ce que vous pensez que ces boîtes américaines jouent un rôle dans le débat sur le gaz de schiste? Oui. Enfin, soutiennent d'une certaine façon tous les discours des influenceurs qui sont contre le gaz de schiste? Mais non. Non, là tu vas trop loin. Moi, je t'assure qu'aucun Américain me paye. Hein. Non, mais je suis totalement contre. Aucun Américain me paye. Nous, on fait partie du collectif national. Hormis un ou deux espions qui sont envoyés par les Français, on n'a pas de mecs qui sont payés par les Américains. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Attends, parce que sinon, on va ça. Monsieur. Oui, alors, j'avais deux remarques. La première, c'est que, en fait, j'ai lu vos autres livres. Et... Les autres livres? Ouais, enfin, des livres, etc. Ah, oui, parce que c'est un autre sujet, ça. En fait, je trouve que vous êtes toujours sur les conséquences du néolibéralisme, etc. Et que toutes les conséquences de la perte de souveraineté, en fait, de tout ce que vous faites. Donc, je trouve que c'est un axe intéressant sur votre œuvre. Et, mon œuvre? Oh putain. En fait, je suis pas venu ici pour tant voir ce que vous avez dit là, parce que c'est déjà disponible sur Internet. Et en fait, je voulais surtout voir ce que vous faisiez, en fait. Là, vous parlez de David, etc. Qu'est-ce que vous faites pour ça? Enfin, moi, je vous dis, j'ai lu le délit d'élu. Pilleur d'État. Je suis assez engagé personnellement,
Et je me demande comment transformer votre travail là-dessus en termes associatifs. Alors, on va scinder. Mais toujours est-il que ce que je veux, c'est ce que je voulais voir avec vous, c'est comment transformer votre travail en œuvre citoyenne associative. Ou, par exemple, je sais pas, Juppé, il est pour ça, il est complètement pour. Hein. Aujourd'hui, mettre sur. Aujourd'hui, c'est plus grave que ça. Tous les élus sont pour aujourd'hui. Ouais. C'est pour ça que ça me fait peur. Pas tous. Tous les élus sont pour. À droite ou à gauche. Ils ne le disent pas de la même façon. Ils mentent pas de la même façon. Mais aujourd'hui, ils sont tous pour. J'en ai les preuves. Alors, les uns, c'est Juppé, j'autorise. Libéralisme à mort. Et l'autre, c'est on va faire de la recherche. Tu vois? Mais dans les deux, on est niqué. On gagne un petit peu de temps sur la recherche. Parce que sur la recherche, quand ils vont la commencer, ils vont nous expliquer que c'est génial qu'ils ont trouvé en bas. Mais maintenant, en plus, écoutez-moi bien les enfants, c'est pas dangereux, c'est des barres chocolatées. Et ils vont passer à l'exploitation. En nous rajoutant, si vous voulez qu'on arrête l'exportation de gaz américain, qu'on aille chercher ce qui est en dessous. On ne peut pas laisser cette richesse-là. Et en plus, ils sont en train de se transformer parce qu'ils préparent bien le terrain. Il y a une petite note qui était mise, ils n'ont pas réussi à la mettre dans le code minier, par exemple. Vous savez que le sous-sol, on en parlait tout à l'heure, en France, partout, de Marseille à Lille, le sous-sol, c'est l'État. En Amérique, c'est les propriétaires. Donc ils étaient en train de mettre un petit truc dans le code minier qui n'est pas passé. On l'a su par une maîtresse qu'on connaît d'un mec, on parle des détails, qui font partie de nos informateurs, comme quoi ils allaient mettre une petite phrase, comme quoi les maires des communes allaient avoir leur mot à dire sur l'exploitation du sous-sol de leur commune. Est-ce que vous commencez à réfléchir à ce que ça veut dire? Parce qu'eux, ils sont des vrais fiers, hein. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les maires que je connais bien, moi, qui a besoin un peu de pognon, et avec David, on en a planté 4 ou 5 qui se faisaient sponsoriser. Moi-même, j'étais dans une réunion avec Vermillon, dans un hôtel qui s'appelle Léonard de Vinci, où je me suis fait passer pour quelqu'un d'autre, où ils avaient invité des maires par téléphone, hein, pas par écrit. Je suis arrivé à la 3e réunion, et ce que je vous dis est vrai, puisque j'y étais. En plus, c'est con, j'ai enregistré, j'ai filmé. C'est con, ils ne peuvent pas dire, c'est pas vrai. Hein. Et donc j'ai vu le patron de Vermillon qui était là, qui disait, mais pas de problème, messieurs et mesdames les maires, nous on est une entreprise ouverte, si vous avez besoin d'un peu d'argent, on peut vous en fournir pendant 5 ans. J'ai vu les yeux de certains maires s'ouvrir comme des billes. Et moi je sais ce que ça veut dire quand on commence à te donner du pognon pour 5 ans. Tu prends l'argent la première année, les 4 années suivantes, tu fermes ta gueule. Et avec David, on a pu prouver qu'ils avaient commencé. C'est-à-dire qu'ils sont finaux. Les petits sapeurs-pompiers juniors de je ne sais plus quelle ville, d'une ville de l'Essonne, ils avaient financé, via le maire, la sortie en Angleterre d'une classe de CM1 d'une autre école. Vermillon avait payé le club de pêche. Oui, mais ça a l'air de rien. Sauf que sur les petites communes, le maire qui, bien entendu, dit « Mais t'as vu, je t'ai obtenu une subvention, hein. T'es content pour ton club, hein ?» et tout. Il n'explique pas forcément que c'est Vermillon. Mais pour lui, c'est tout bénef. Et ça, c'est grave. Parce que moi, j'appelle ça acheter les élus. Donc tu vois, mon problème, ça revient aussi à ce que tu disais toi, mon problème par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, j'arriverai pas à avoir des élus pas corrompus, entre guillemets, qui accepteraient de jouer un jeu propre. Donc leur permettre seulement de commencer. Juste pour revenir, il y a deux méthodes. Là, moi, je crois beaucoup au nombre et aux citoyens. Donc par rapport à mes bouquins des d'élus pilleurs d'État, etc., votez pas pour des élus pourris, point barre. Si le mec il a fait de la prison, si le mec il a violé des femmes, etc., votez pas pour lui. Moi j'ai mis 1200 noms là-dedans. Il y a les noms, leur adresse, c'est ce qu'ils ont fait. Mais les gens ne savent pas en fait. Les gens veulent pas savoir. Non, tu vois, les gens veulent pas savoir. Aujourd'hui en France, malheureusement, on préfère un élu pourri à un élu intègre. Parce qu'un élu pourri, juste pour faire une petite aparté, il t'aura pas ton logement. Un élu pourri, il t'aura ton logement. Un élu pourri, il te fera sauter tes PV. Un élu pourri, il embauchera ton fils à la cantine. Un élu intègre, il ne le fera pas. Mais bon, je ne vais pas rentrer dedans parce que ce n'est pas le sujet ce soir. Par rapport à lui, le gaz de schiste, informez les gens. Vous ne laissez pas manipuler. Parce que tout ce que je vous ai fait voir là ce soir,
C'est la manipulation qui vous prépare pour 2017. Moi, je sais que les pétrogaziers, j'arrive. Les pétrogaziers ont versé 4 millions à la gauche pour la présidentielle, 5 millions à la droite. Si moi, je te verse 5 millions d'euros, je veux un retour sur investissement. Si moi, je te verse 4 millions d'euros pour prendre les autres, je veux un retour sur investissement. Aujourd'hui, une campagne présidentielle, ça coûte entre 20 millions officiels et 50 millions découverts. Est-ce que tu as 50 millions sur toi? Tu vois, tu commences à avoir le fond du problème. Donc la seule chose qu'on peut faire par rapport à ça, je suis d'accord avec toi, c'est en parler aux gens. Une fois que les gens sortent de nos réunions avec David, on ne peut plus vous manipuler. Parce que emploi, vous avez vu que c'est pas vrai, richesse, vous avez vu que c'était pas vrai. Tout ce qui démontre par rapport à ça, vous avez vu que c'est de l'ado. En plus, quand ils vous expliqueront après qu'il y a autre chose que la facturation et de la stimulation, vous saurez ce qu'il y a derrière ces mots-là. C'est la seule façon qu'on a, parce qu'on est le nombre. Eux, c'est des minorités. On est là, nous on a prévenu sur l'Essonne. On les a baisés l'année dernière, on a fait perdre 40 millions d'euros à Vermillon. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une enquête publique, on a 900 personnes qui sont venues remplir les cahiers. On a fait des enquêtes pas possibles, on a fait comme eux. On a fouillé dans la vie des gens. Moi, ils nous avaient foutu un géologue indépendant. Indépendant le mec, par la préfecture. Moi je suis un géologue indépendant. D'accord? On creuse. Ah ouais, putain, il bossait pour une société américaine. La majorité des mecs, c'était des pétrogaziers dans les actionnaires. J'ai attendu une réunion publique. Dans la réunion publique, avec filmé. Je suis géologue indépendant. Ouais, salut bonhomme. C'est quoi la société là? Altus, ah, tu bosses pas dedans là? Putain, c'est qui le nom américain là? Ils font quoi dans la vie? Il était mort. Il était mort. On a prouvé que leur dossier d'enquête publique était une daube, parce que ces gens-là sont tellement intelligents qu'ils déposent des dossiers n'importe comment. Et comme nous, c'est le pouvoir, on ne va pas chercher dedans. En gros, dans le dossier, on a découvert, par exemple, qu'ils voulaient faire 17 puits, mais ils ne disaient pas où. Ils ne disaient pas où. Mais comme personne ne lit ces rapports, ça passait comme une lettre à la poste. Nous, on a dit, bah, où? Ah bah, ah bah, ah bah. Donc du coup, le commissaire enquêteur a donné un avis motivé défavorable. Donc on a nos propres clés pour faire reculer ces gens-là. On a nos propres clés, mais on s'en sert pas. On s'en sert pas. On n'est pas obligé de lire des élus pourris. On n'arrête pas de le faire depuis 30 ans. Moi, je vais finir là-dessus. Dans mes bouquins, j'ai mis des élus qui avaient fait des choses pas bien avec des femmes. Quand je dis pas bien, les mecs qui avaient violé, qui avaient harcelé, etc., les mecs qui se représentent, ils sont réélus. Qui est con? Les femmes ont le droit de vote depuis 1945. Les femmes, dès qu'on ne met pas chef, maintenant, tu as droit à un procès. Il y a un mec qui a violé des consoeurs par son pouvoir. Et tu revotes pour ce mec-là.